Bonsoir et bienvenue à la galerie pour cette conversation sur l'art. Le thème, ce sera « Qu'est-ce que peindre aujourd'hui ?» Ce que ça veut dire, peindre aujourd'hui. On a eu une exposition où on a essayé de faire parler deux artistes contemporains très différents. Un artiste qui est cubain, Javier Balmaceda, qui fait beaucoup d'installations, qui a représenté Andorre à la Biennale de Venise il y a quelques années. Andorre parce qu'il a épousé une Andorrane, donc c'est un Cubain qui a choisi la liberté, comme diraient les Américains, mais qui a fait toutes ses études à Cuba et qui n'est pas anti-cubain, donc qui a gardé son esprit cubain corrosif, comme vous pouvez voir. Et les dessins que vous voyez, ce sont des dessins préparatoires à des installations, dont au moins une a été réalisée, c'est celle avec les baignoires et les robinets. Et je pourrais vous montrer tout à l'heure le petit film sur le net de l'installation réalisée à Andorre, sur toute une rue qui a été aménagée avec des fontaines de ce genre-là. Et Marie-Paul Schroeder, ici présente, qui est une amie, comme dirait Chirac, de 40 ans, mais... et nous nous connaissons depuis très longtemps. Nos mamans ont fait de la musique de chambre ensemble pour être un peu donné dans le romantisme. Et Marie-Paul est, je ne vous cacherai pas, une de mes artistes préférées, une artiste non figurative, et que vous pouvez admirer ici. Donc elle a au départ peut-être une prédilection pour les bleus, je ne sais pas. Mais on a découvert des rouges dans son atelier, et donc on a décidé de mettre l'accent cette fois-ci sur les rouges aussi pour que ces œuvres dialoguent mieux avec les œuvres, plus avec les œuvres de Javier Balmaceda, qui lui est vraiment très souvent dans le rouge. Et puis nous avons le grand bonheur d'avoir Thierry Riva parmi nous, qui est un extraordinaire artiste calaisien que nous connaissions parce qu'il venait à la galerie, mais qui a cette immense élégance de ne pas venir avec un bouc écraser les galeristes, mais qui vient voir ce que font les autres, discuter, etc. Et nous avons, enfin moi j'ai découvert son œuvre là assez récemment, au moment de préparer cet entretien auquel nous vous avons conviés tous les deux, et je dois dire que je suis vraiment scotché. Il y a une parenté d'esprit avec ce que fait Marie-Paul, c'est autre chose, mais il y a vraiment une résonance, et je ne me cacherai rien si je dis qu'on aimerait bien travailler ensemble et que je crois qu'on va développer un projet ici à la galerie avec Thierry Riva. Voilà, ça c'est la petite introduction. Moi je serai très bref parce que je dois vous dire que je n'ai pas préparé 50 questions. Vous avez en face de vous deux professeurs des Beaux-Arts, donc qui vont se poser des questions l'un à l'autre. Mais je voudrais commencer en amorçant peut-être justement avec la notion de abstrait et non figuratif. On connaît la notion d'art abstrait. Julien parlera tout à l'heure sans doute un peu de l'historique de l'art abstrait, mais je pense que dans le cas de nos deux artistes, et c'est ma première question, moi je ne vous qualifierai pas de peintres abstraits, mais justement de peintres non figuratifs, parce que votre peinture ne me semble pas être l'aboutissement d'un processus d'abstraction, c'est-à-dire de simplification du monde réel, mais plutôt jouer sur la vibration des couleurs, la vibration des pinceaux, la vibration de la matière. Et ma première question serait justement celle-ci: comment vous définissez vous-même? Et peut-être que vous pourriez vous présenter aussi, tous les deux, hein, même, voilà. Parce que je pense que même si c'est très classique, le parcours biographique est quand même très intéressant pour voir votre cheminement, mais je me demandais comment vous êtes venu à la peinture, ou comment la peinture est venue à toi, Marie-Paul. Là voilà, ça fait plusieurs questions en même temps. Donc en fait, oui, la peinture, il y a toujours un moment où on cherche une expression de soi. J'étais très portée sur l'expression littéraire et verbale, etc. Les langues en général et la langue dans laquelle on pourrait communiquer en particulier.
Et en fait, j'ai trouvé que par rapport à autant de langues possibles, j'en ai fait une petite collection de langues que j'apprends avec compulsion et je continue encore d'en acquérir ou d'en consolider de nouvelles. Et en fait, j'ai trouvé que dans les langues que je connais, en tout cas, il y a toujours un grand moment de flottement dans lequel, en fait, ça ne recouvre jamais la pensée. On ne s'exprime jamais entièrement, ni par une langue, ni par une autre, ni par un moyen verbalisé ou verbalisable. Donc, il y a toujours une part de non-dit ou de non-dissible. Et donc, par rapport à ça, évidemment, je peux concevoir que, de toute façon, il est peut-être impossible de creuser partout dans l'horizon de ce qu'on aurait envie de dire, et puis qu'on a toujours une part d'ambiguïté. Et en fait, la peinture entretient cette ambiguïté et la rend fertile dans un certain sens, c'est-à-dire on n'a plus la prétention d'utiliser des mots qui sont des concepts déjà usés pour désigner des choses, mais on présente une ou des choses ou un état de choses qui est polysémique, donc en fait qui permet de donner beaucoup d'interprétations possibles à ce qu'on voit. Et donc à partir de ça, le regardeur, le spectateur, enfin celui qui est en face, il n'est pas obligé de se tenir à un programme déjà fait, autre que la chose qu'il voit là. Donc il peut déduire librement ce qu'il voit, ce qu'il a envie, ou l'état mental qu'il veut y reconnaître. Donc voilà, en bref et en décodé, il y a donc, excuse-moi, je suis très longue. Donc en bref et en décodé, c'est un peu la version la moins prétentieuse de l'expression de soi, ou du sens qui peut être transmis sans être obligatoirement collé à une convention. Voilà, je crois que pour un premier temps, ça peut aller. Je ne sais pas si je suis un peu compliquée, mais en fait, oui, voilà, on ne se refait pas, donc ça continue. Et Thierry, quand je suis allé visiter ton atelier, tu m'as appris que tu avais commencé, on va dire, par la bande dessinée. Alors, est-ce que, un peu comme chez Mondrian, il y a eu pour reprendre aussi la question de Claude, un processus où tu as élagué ce que tu as fait, parce que Mondrian il est parti par des forêts, après juste quelques arbres, après il a des arbres rachitiques, et après il y a ce qu'on connaît d'hyper minimal chez lui. Est-ce que toi c'est un peu cette démarche-là, pas d'effacement, mais d'élaguer le sujet, ou c'est encore autre chose que tu peux nous raconter? Il y a effectivement dans le parcours artistique ou dans notre parcours de vie des questions qu'on se pose par rapport à la perception du monde. Et donc, à un moment donné, j'ai fait de la bande dessinée, j'ai fait des petits bonhommes. Et au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des rencontres, au fur et à mesure du parcours artistique, tu rencontres des choses, tu vis des choses, tu traverses des choses, et à travers ça, tu vas modifier ta perception que tu as du monde. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain, tu passes pas du petit chien que tu dessines ou du petit manga que tu dessines à une pure abstraction, parce que il y a effectivement, pour moi, le fait de l'abstraction, ça correspond à un processus, à toute une démarche qui vient à un moment donné où tu te poses la question, est-ce que c'est suffisamment puissant de représenter les choses ou de les vivre? Donc, est-ce que les vivre n'est pas plus puissant que de les représenter? Et dès l'instant que tu te poses la question de savoir est-ce que de les vivre est plus puissant que de les représenter, comment tu fais pour passer de la représentation à l'expérimentation, c'est-à-dire
à la puissance que tu vas mettre dans une chose qui ne représente plus rien, comme on dit, hein, c'est pas... mais qui est une autre expérience de ce que tu vas traverser ou de ce qui va te traverser, et notamment en ce qui me concerne, c'est le paysage, parce que j'habite le Pas-de-Calais, et que le matin, je vais me promener, je suis devant un espèce de paysage qui est quand même assez extraordinaire par tous les côtés, et qui est traversé, tu traverses un paysage. Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que comment tu peux le représenter? Parce que le fait de dire, voilà, je suis en face de ça, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je fais un petit dessin ou est-ce que je l'expérimente autrement? Est-ce que je le vis autrement? Voilà, est-ce que comment je peux, à un moment donné, me dire, alors, je reprends le truc parce que je pense toujours à Monet. Le mec, il a un truc pas croyable quand même. Le gars, il se fait construire un jardin à Giverny pour peindre des nymphéas. Le type, il a un truc quand même pas croyable. Il en a peint plus de 500 et il en reste peut-être 200. Et le mec, il a tout détruit, machin. Le gars, il se dit, tiens, je vais peindre des nymphéas. Et il passe un temps fou à peindre des nymphéas. Quand on est, si on est un peu, tant soit peu, on se dit, il est débile, enfin, il est fou ce gars. Pourquoi il va peindre des nymphéas? C'est parce qu'à un moment donné, il a un putain de jardin énorme, avec des sensations, quand il sort, j'imagine, le matin, ou à l'automne, au printemps, en hiver, machin, il reçoit un maximum de sensations. Mais qu'est-ce qu'il peint? Est-ce que c'est des fleurs qu'il peint? Non, il ne peint pas des fleurs, il peint de la transparence. Le type, il est allé se fabriquer une espèce d'environnement pas croyable, de sensations, pour peindre de la transparence. Wow! Quelle leçon pour un peintre, je veux dire. C'est quoi la transparence? Peindre de la transparence. Transparent. C'est-à-dire un truc qui est complètement... c'est le matin, tu te lèves, tu vois le ciel, tu vois le machin, tu vois les fleurs, et je suis transparent. Il y a de la transparence. Bravo. Il a cherché à fixer sans étouffer, enfin fixer quelque chose. Je ne sais pas s'il fait, non, je ne pense pas qu'il fixe. Il vit un moment, c'est incroyable, de quand tu es dans le paysage, ou quand tu es entouré de choses, comment tu les vis. Et là, lui, il va peindre ses nymphéas pendant des années et des années. Non. Il va en faire des kilomètres. C'est un peu incroyable quand même, comme sensation du monde qui l'entoure. Mais il a besoin de Giverny, il a besoin de son jardin. Comme on a besoin, je pense, quand on faisait peint, d'avoir une espèce d'environnement qui fait qu'à un moment donné, on fixe des choses. Alors on n'est pas toujours content, hein. Monet a détruit plein de nymphéas. Mais il y a cette espèce d'environnement, de sensation d'exister dans un monde, et il faut bien arriver à un moment donné d'arriver à le traduire, et comment on le traduit. Alors lui, peut-être, après c'est mon sentiment, hein, et lui, c'est la transparence. Je cherche à traduire cette espèce de transparence impossible, parce que la transparence, c'est la lumière, c'est la couleur, c'est des intensités, c'est des variations, c'est des vibrations. C'est tout cet univers-là qui va essayer de mettre en place, qui va essayer de recréer à travers ces nymphéas. Quel est ton catalyseur? Quel est chez toi Alors, tu n'as pas un jardin comme Monet, tu l'as dans ta tête, ou est-ce que tu as un autre étrier, comment dire, sur lequel tu te reposes ou à partir de quoi tu te transposes, toi? Quand tu travailles sur le paysage, donc tu es obligé d'aller dans le paysage. Et toi, tu vas te promener tous les jours. Voilà, c'est ça. Alors, peut-être une petite information, Marie-Paul, elle a son atelier dans une vallée à 3-4 km de la ville de Luxembourg. Tu trouvais 2 € dans ton canapé. Ça doit être en moi parce que c'est mon canapé. Voilà. Et je vais devoir couper ça sur... le sur YouTube. Alors, ce que j'apprécie, c'est quand même les peintres qui sont honnêtes. Hein, parce que ça, franchement, c'est de plus en plus rare. Il y a si souvent du trompe-l'œil, hein, donc là, c'est formidable.
Et je veux dire, Marie-Paul, elle a son atelier dans une vallée assez sombre d'ailleurs, à 3-4 km de la ville, dans la banlieue de Luxembourg, dans une forêt, qu'on pourrait pratiquement dire une vallée, avec un ruisseau, et c'est dans un ancien site industriel où il y avait un moulin industriel. Et on pourrait peut-être, pour rebondir sur ce que vient de dire Thierry, qu'est-ce que ça t'apporte et est-ce que toi tu as choisi ce lieu et est-ce que ce lieu te nourrit? Choisi, oui et non. En fait, c'était une opportunité que, après avoir traîné un peu pour l'accepter, je trouvais que c'était quand même de l'espace à Luxembourg où l'espace est difficile à occuper. Et là, c'était une fabrique de tissus, en fait, qui était donc alimentée ou je ne sais pas dans quel sens l'eau elle interférait par rapport à ça, mais je crois qu'il en faut dans la production à un moment ou à un autre, ou peut-être c'était pour faire tourner des turbines, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai un atelier qui est côté nord, vraiment très peu éclairé, donc la lumière du jour, finalement, ça ne joue pas. J'ai toujours la lumière artificielle. Ça ne me dérange pas tant que ça, vu qu'une fois qu'on a assez pour éclairer ce qu'on est en train de faire, finalement la question devient subsidiaire. Par contre, il y a quelques ouvertures par lesquelles je vois l'écluse, donc c'est une espèce de plateau, donc, et avec une écluse qui sinon, enfin selon le débit de l'eau, peut être relativement forte. C'est aussi assez bruyant. À un certain moment, j'étais dans l'atelier à un étage en dessous, et franchement, ça vous fatigue comme quand vous prenez l'avion et que ça bruisse tout le temps dans vos oreilles. Donc là maintenant, c'est gérable. Je mets tout le temps un fond de quelque chose de musical ou radio, etc. Donc je ne me rends pas bien compte. Mais en tout cas, le côté flottant, évidemment, il est pratiquement livré au pas de la porte. Et bon, on a déjà eu des inondations, là, donc franchement, c'est quelque chose qui est... L'eau, elle fait partie de cet atelier, et donc ça imprime aussi, de temps en temps, je fais des thèmes justement par rapport à l'eau qui coule. Et d'ailleurs, à côté, il y a un tableau qui se ressent un peu de ce ruissellement. Donc, en fait, ce que je fais est très dépendant du séchage couche par couche d'une peinture donc transparente, ou enfin avec plein d'eau. Ça sèche, on en remet, etc. Donc, en fait, c'est un peu une façon aussi d'exprimer le temps, le temps du faire et le temps... après, de l'épaisseur ou l'épaisseur imaginée de la peinture, où en fait on a un peu un parcours de temps ou un parcours de vie qui est inclus dans le travail final, enfin dans le résultat final. Donc la transparence chez toi aussi, c'est un des éléments clés de ta peinture. Oui. En plus, elle permet aussi de donner une certaine qualité. Je sais que c'est peut-être pas très à la mode de parler de qualité picturale, mais en tout cas, pour moi, c'est quand même aussi un décodeur. J'aime bien qu'une couleur ait une vibration, qu'elle ne soit pas juste. Et d'ailleurs, c'est là que je trouve aussi un lien avec ce que fait Thierry. Je veux dire, il y a une vibration qu'on obtient à travers des superpositions de transparence, à travers de l'opposition par rapport à ce qui est opaque et transparent, etc. Il y a beaucoup de choses à explorer dans cette notion. Et tu parlais des éléments, enfin, l'élément aquatique. Et Thierry, toi, tu me racontais que tu vis la lumière comme co-auteur de tes œuvres, en tout cas, elle traverse les ateliers à différents moments de la journée, et ça permet de faire vivre tes œuvres différemment, c'est ça que tu me...
Oui, oui, la lumière, c'est un truc. Ça fait partie, je pense. Je pense que la peinture, c'est une question de lumière. Il n'y a pas d'autre sens à la peinture que d'arriver à capter à un moment donné la lumière. Je pense que tous les peintres se sont posé la question comment on fait advenir la lumière. Soit elle vient du tableau, ce que Rothko disait, voilà, elle vient de l'intérieur du tableau, et elle illumine à l'extérieur. Donc tu vois une expo de Rothko, c'est très, très, très. Quand tu voulais exposer des toiles, c'est très sombre, l'univers. Et il faut que. Alors je suis pas sûr qu'ils aient toujours réussi, mais parce que ces toiles. Le problème d'une toile, c'est qu'à un moment donné, quand la lumière elle va vraiment. Et ben le truc, c'est pas forcément que ça fonctionne, qu'elle ressorte. Mais c'est vrai que une toile, enfin une peinture, s'il n'y a pas cette relation à la lumière, elle se casse la gueule. Et s'il n'y a que de la lumière, elle se casse la gueule aussi, parce que à un moment donné, c'est une relation, il faut que la lumière elle arrive, il faut qu'elle puisse ressortir. Parce que si elle vient et qu'elle ne ressort pas, eh ben, le tableau il s'écroule. Et s'il n'y a pas de lumière, il s'écroule aussi, parce que c'est que des marrons, ou des gris, ou des noirs. Donc c'est vraiment, la lumière, c'est vraiment, je pense, une question que tous les peintres, mais comme les sculpteurs aussi, ils ont besoin, à un moment donné, de faire advenir la lumière. Et c'est toujours une question de savoir comment on la fait venir, et comment elle arrive, et l'éclairage. Et souvent, c'est vrai que dans les galeries ou dans les lieux d'exposition, l'éclairage, il tue la peinture. Sauf si c'est une peinture qui est faite pour des lieux spécifiques. Là, on n'a pas besoin. Il n'y a pas de situation absolue de toute façon. Non, il n'y a pas de situation. De toute façon, même fait dans d'autres circonstances, c'est éclairé selon certaines circonstances, même là où c'est destiné à continuer son parcours, que ce soit en institution, que ce soit chez des gens. Je veux dire, il y a une façon d'accrocher les choses qui les mettent en valeur ou qui justement détruit un petit peu, et il y a le vivre ensemble avec autre chose que soi qui parfois aussi donne sens ou aberration à des tableaux. Vous testez vos œuvres à la lumière du jour ou est-ce que vous vous contentez de la lumière artificielle? Vous êtes satisfait de la lumière artificielle? Moi, je ne peins jamais en lumière artificielle. Toujours à la lumière du jour. J'ai des heures entre début d'après-midi jusqu'à ce que la lumière tombe. C'est plus gérable. C'est Mais un non, peu de contrainte aussi. Voilà. Mais non, j'arrive pas à peindre en lumière artificielle. Artificielle. D'accord. Parce que ça écrase. Moi, j'ai pas la possibilité d'aller, enfin si je pourrais, mais en fait, avec le temps, j'ai quand même suffisamment l'expérience de l'extérieur donc ça ne joue quand même pas tellement. Je veux dire, ça la transforme peut-être, mais c'est comme quand on veut faire une bonne photo d'un tableau, parfois c'est juste impossible d'éclairer. Donc, mais cette question-là, de toute façon, elle se pose pour toute chose. Donc, c'est ça ce que je voulais dire tout à l'heure aussi. Il n'y a pas d'éclairage ni de couleur absolue. Donc, de conditions idéales. Alors, juste une anecdote, nous avons vendu un tableau de Marie-Paul à une collectionneuse qui en avait réservé un autre et qui l'a laissé tomber, l'autre tableau, quand, par le plus pur des hasards, on lui a éclairé un certain tableau qui était dans l'exposition, et elle a eu le coup de foudre pour ce tableau, qui n'était peut-être pas le meilleur, mais qui était... C'est tombé, j'ai eu peur. Dans le sens figuré. Elle a abandonné. Non mais ce n'est pas de la porcelaine, hein. Mais c'est intéressant parce que moi je me suis vraiment posé la question, Elle a choisi autre chose. Elle a choisi autre chose, mais à cause de l'éclairage. Vraiment à cause de l'éclairage. Et c'est vrai que on peut, le galeriste peut vraiment, je dis pas tricher, mais il peut quand même vraiment un peu forcer la dose. Pour ça je demandais, est-ce que vous testez vos tableaux à la lumière naturelle? Parce que nous, quand on fait un catalogue, on les photographie à la lumière naturelle, hein, mais pas au soleil. Lumière naturelle, on va gérer. Après, ça dépend de ce que la peinture renvoie.
Ouais. Je pense qu'une peinture figurative, elle aura besoin d'un éclairage externe. Hein? Oui. Quel rapport? Je sais pas. Une peinture figurative, je pense qu'elle peut vivre sous un éclairage artificiel. Ah oui. Parce que ce qu'elle renvoie, c'est une figure. La figure, elle a sa lumière interne du tableau, ça ne dit pas. C'est un autre sujet. Mais elle n'a pas besoin, peut-être, d'une expérimentation lumineuse extérieure. Parce que, au final, ce qu'on voit à l'intérieur, c'est des figures. Et les figures, elles se plat, quoi. Tu veux dire qu'on est moins exigeant sur Ah, la qualité je de parle la pas peinture, d'exigence. quoi, parce que finalement, la même question se pose. Non, je ne dis pas que c'est une question d'exigence. Je dis qu'il y a des peintures avec des figuratives, la peinture figurative, ou la peinture en tout cas, où il y a des figures, elle a peut-être moins besoin elle peut se satisfaire d'un éclairage artificiel, parce que ce qu'il y a à l'intérieur du tableau sont des figures. Et ces figures, elles se voient, parce qu'il y a un contour. On va les lire On autrement. peut les lire par le contour. Que moi, mes peintures, moi, j'ai besoin d'une lumière naturelle. Parce que j'ai besoin qu'à un moment donné, le matin et le soir, c'est pas le même éclairage, et que c'est la lumière qui fait que le tableau existe. Mais je comprends aussi qu'il puisse y avoir des peintures où on s'en fout de savoir si la lumière elle vient de X ou de Y. Et qu'il existe autrement le tableau, mais c'est une autre manière de concevoir et de peindre. Voilà, c'est ce que je veux dire. Et c'est pas une question de valeur. Il y aurait une muraille qui serait géniale et puis l'autre qui Ouais, serait c'est pas pas ce que je géniale. voulais dire, Voilà. une question de valeur, mais quelque part, on donne quelque chose à voir qui s'explique facilement et du coup, évidemment, on ne va pas chercher ailleurs. Alors que s'il n'y a pas de figure ou pas de sens indiqué, on est plus attentif à ces choses secondaires ou subsidiaires et donc on ne se jette pas sur ce qui est le plus évident et donc il faut chercher un peu plus. Alors le thème de ce soir, c'est qu'est-ce que peindre aujourd'hui? Et la question qu'on pourrait vous poser en rapport avec la question de la lumière, c'est le regard du spectateur d'aujourd'hui, il est quand même biaisé par la lumière que nous subissons toute la journée, hein, que ce soit sur les téléphones, que ce soit les néons, que ce soit les phares des voitures, etc. Et donc, comment est-ce qu'un peintre au XXIe siècle s'en sort? Il doit s'en sortir différemment que Monet, parce qu'il ne peut plus peindre comme Monet, parce qu'il a une concurrence qu'il doit vaincre, ou non. Alors, quelle est votre situation à vous par rapport à cette concurrence de la lumière? Je crois que Monet avait déjà cette concurrence, c'est pour ça aussi que l'impressionnisme s'est fait, parce qu'il y avait la concurrence de la photo, et donc en fait, il n'y avait justement plus de nécessité de reproduire. Oui. Non, mais ça c'est le thème, mais pour la lumière, il peignait ou à l'air libre, ou dans son atelier, mais il peignait, il avait tout au plus la lampe à pétrole, donc il peignait autrement. Et il n'avait pas cette concurrence du cinéma, de la lumière crue que nous subissons. Il y a une phrase d'Artaud qui est pas mal, parce que Artaud il disait « Nous n'a jamais pas sculpté, écrit en fait que, en fait, sortir, on fait de l'enfer ». Donc qu'est-ce que ça veut dire à un moment donné? C'est un groupe, et c'est une question qui se pose, c'est qu'est-ce que ça veut dire à un moment donné que le fait pictural, le fait d'être devant quelque chose qui apparaît. Et comment ça permet de sortir de l'enfer. C'est quoi l'enfer chez Artaud? Ça regroupe pas mal de choses. Ça. Et notamment, une chose que je trouve qui est intéressante, c'est en fait, c'est sortir du cliché. La peinture, l'écriture ou tout acte de créatif est fait plein de clichés. Et comment, à un moment donné, on peut éclairer autre chose qu'un cliché. C'est-à-dire comment un peintre, un écrivain, peu importe qui, sort du cliché. Et se pose la question, parce qu'on est plein de clichés tout ça, comment on en sort de ça? Parce que le problème de la peinture, c'est comment on sort du cliché. Je pense, par exemple, je prends un exemple très très con, enfin pas con, mais
je vais prendre un exemple de sculpteur. Je prends par exemple le Balzac de Rodin, et puis de l'autre côté, je vais mettre le doré le Dumas de Gustave Doré. Bon, il y a d'un côté, il y a le. Alors je prends un exemple de sculpteur, pas de peintre, mais pour illustrer mon propos. Et vous avez donc d'un côté le Doré, avec l'écrivain posé sur son siège, avec sa petite plume, son petit siège, son petit habit, qui est d'une facture tout à fait honorable au niveau de la sculpture. Et puis le Balzac de Rodin. Alors le Balzac de Rodin, c'est un tronc d'arbre avec une tronche pas croyable posée dessus. Un tronc d'arbre avec une espèce de vieille godasse qui sort du tronc d'arbre. Là, tu dis qu'il y a quand même quelque chose dans les clichés. On a le cliché du peintre, de l'écrivain, machin, avec l'archétype, machin, de l'écrivain, avec ses petits machins. Et là, d'un seul coup, on a Rodin qui il pose un tronc d'arbre avec une vieille semelle qui sort, une tronche pas possible sur cette espèce de tronc d'arbre. Et là, je dis oui, il y a quand même une différence. Alors après, c'est pas une question, il y en aura un qui serait supérieur à l'autre. Il y a juste une puissance d'effectuation de la créativité, de la création chez Rodin, qui est le mec, enfin le Rodin, ouais, il y a putain de puissance quoi, dans le tronc d'arbre avec la tronche pas croyable d'un type, avec une espèce de godasse qui sort. On est dans autre chose. Même si c'est. Il n'y en a pas un qui serait supérieur à l'autre, c'est simplement à un moment donné une puissance chez Rodin qui n'a pas chez Doré. Et dans la peinture, je pense que c'est pareil. Qu'est-ce qui, à un moment donné, traverse une peinture? Eh bien, c'est une puissance d'effectuation. Et il y a un autre truc que je trouve rigolo, c'est qu'il faut imaginer une espèce d'assemblée de gens qui sont là, des directeurs, machin, ils sont convoqués dans un truc par le grand directeur, et ils sont tous là avec leur petit costard, leur petit machin, ils sont tous au garde à vous, et au travers de ça, il y en a, il arrête pas d'avoir des trucs comme ça, il n'est pas bien, quoi. Et donc la réunion se passe, et malheureusement c'est un plan social. Donc le gars, quand il arrête pas, la fille, qui arrête pas d'avoir des positions incroyables, là, ça va mal se passer pour lui. Alors à la machine de café, il y en a un qui me pose la question, mais t'as tout fait pour te faire virer ou quoi? Il fait non, j'ai un limbago. Ah ouais. Donc, c'est là que la grande phrase de clé, l'art ne rend pas le visible, il le rend visible, c'est qu'à un moment donné, l'autre il est parcouru par une espèce de puissance qui l'empêche d'être comme les autres. C'est-à-dire il a mal, quoi. Donc il y a un truc qui le traverse. Et c'est ça qui est intéressant dans la peinture, dans la sculpture, c'est qu'est-ce qui traverse une peinture? C'est cette espèce de singularité du truc qui fait que, eh ben ouais, t'es pas pareil que les autres, il y a un truc qui est plus puissant, quoi. Et moi je préfère l'image du limbago à la comparaison entre Doré et Rodin, pour la simple raison que cette comparaison entre Doré et Rodin, elle sous-entend qu'il y a dans la peinture un progrès nécessaire et surtout une espèce de dictature du nouveau. Non, c'est ce que je viens de te dire là. Oui, justement, et là c'est pour ça que je préfère le limbago. Ben oui, mais le limbago, il vient illustrer ce que je veux dire. Je préfère ça parce que justement, moi ce que je trouve intéressant chez vous deux, c'est que, alors je ne vous dirai pas combien de dizaines de peintres abstraits que nous qualifions de manière peu catholique de peintres du dimanche ont déjà débarqué ici à la galerie et que nous avons vraiment encouragé à continuer à peindre plutôt que de mettre le feu au palais. Mais ce qui est intéressant chez vous, c'est justement que vous peignez au XXIe siècle, mais vous avez recours quand même à des modes d'expression qui sont des modes d'expression qui ont déjà quand même existé au XXe siècle. Et pourtant, moi j'estime ou je ressens votre peinture comme contemporaine, de mon temps à moi. Alors peut-être que je suis vieux, hein, mais de mon temps à moi. Et il y a ici un tableau de Marie-Paul que moi j'appelle toujours les nymphéades de Marie-Paul, parce que c'est l'avantage du tableau, il est bleu là dans l'autre petite pièce, c'est que c'est vraiment les nymphéades de Marie-Paul, mais sans les fleurs. Donc c'est plus facile d'entretien. Vous voyez. Donc, mais je veux dire qu'on peut être contemporain en ayant une grammaire quand même qui n'est pas
une grammaire qui bouscule ou qui soit dans la dictature du nouveau. Ah oui, non, Hein? non, non. Et qu'est-ce que peindre aujourd'hui? C'est quand même aussi avoir recours, comme on a pu le faire, comme Autodix a pu le faire en recourant à la technique de la Renaissance pour faire quelque chose de nouveau. Voilà. Et donc, C'est aussi par rapport à... Pardon, je t'ai coupé. non, pas du tout. C'est aussi par rapport à des moyens d'expression qui maintenant sont très à la mode. Et en fait, je n'arrive pas à chasser de mon esprit cette idée que si on coupe le courant, eh bien, il n'y a plus rien. Et donc, en fait, on est tellement dépendant, donc c'est même pas une mode, c'est une dépendance. En fait, dès qu'on branche sur rien, on est de nouveau dans les cavernes. Ah oui. La chapelle Sixtine, elle c'est pas la bougie. T'imagines, mais enfin, comment au XVIe siècle on arrivait à voir la chapelle Sixtine avec des bougies? Aujourd'hui, on a un putain d'éclairage pas croyable, on peut l'avoir en se disant ah, mais quand Michel-Ange il peint la chapelle Sixtine, il a des bougies. Quand les mecs ils descendent dans les cavernes, ils ont des espèces de trucs avec une petite étoupe et puis du gras, quoi. Donc à un moment donné, c'est vrai, et c'est Daniel Darras qui dit très bien, historien de l'art, il dit mais c'est comment on éclaire une chose, comment une chose s'éclaire. Et de la grotte en passant par Michel-Ange et puis la chapelle Sixtine, et puis c'est rigolo parce que si on regarde la peinture de la Renaissance, les peintres ils étaient marrants, hein, ils avaient des trucs vachement drôles, ils peignaient des trucs qui étaient invisibles. Et ça veut dire que les mecs, les commanditaires, ils faisaient leurs commandes, et puis le mec il mettait un petit truc dans son tableau, de toute façon il n'allait pas le voir avec la bougie. Il n'y avait que lui qui le voyait. C'était une espèce de transgression pas croyable, parce que on dit, bah, les peintres de la Renaissance, c'était des artisans, ils peignaient par rapport à des commandes. Et puis, un petit bout, un peu dans le tableau, quelque part, machin, ils cachaient un petit truc. De toute façon, vous n'allez pas le voir, parce qu'avec la bougie, Tu fais pas ça, regarde. Tu le fais pas? bah non, moi, je suis un gars de la fée lumière, hein. Donc on est en pleine lumière, on a plus ce côté un peu... Certains faussaient signent leurs œuvres avec la peinture UV juste en dessous pour dire ça, ce faux a été fait par, comment est-ce qu'il s'appelait, Lessard, je crois, Raoul Lessard, quelque chose comme ça. Donc en fait, mais bon, moi je voulais dire par rapport à la production et par rapport à la diffusion que les moyens contemporains sont en fait très multiples. On a l'impression qu'on peut faire plein de choses, on peut faire du film, on peut faire de la photosynthèse, enfin des images de synthèse, on peut utiliser toutes les projections et les rétroprojections à des échelles quand même inimaginables. D'ailleurs, je trouve que c'est très fascinant. Je ne veux pas diminuer le mérite de ces nouveaux moyens qui, franchement, sont extrêmement fascinants. Je trouve qu'on peut projeter sur une ville entière des fantasmes et des rêveries. Pour Calais, c'est peut-être une idée pour faire un varan qui traverserait la place fait d'images de synthèse, comme ça, avec une ville qui peut... Un varan virtuel serait moins cher qu'un varan en chair et en os. Mais c'est que, en fait, quand on tire la batterie, en fait, il n'y a plus rien. Donc, et c'est tellement dépendant d'une source qui est compliquée à maintenir, qui est compliquée à être durable, qui est peut-être compliquée aussi à être transmissible à des générations après, parce que c'est dépendant de certaines techniques qu'on ne maîtrise pas entièrement, je ne sais pas quoi. Pour le moment, on est sur un gué, mais en fait, peindre me semble être la chose tellement directement accessible. Je veux dire, c'est tellement primaire, primal, et donc en fait, c'est authentique aussi. Et c'est à la portée de chacun et chacune dans toutes les cultures possibles. Donc ça a un côté moins
élitiste, moins lié à des moyens de production et notamment à de l'argent aussi. Donc je veux dire, ce n'est pas ce que nous, dans une niche bien portante, avons imaginé pour vendre des caméscopes et du matériel, mais en fait qui donnent leur chance aussi à égalité à des civilisations qu'on ne connaît pas tant et dont on aurait intérêt à prendre quelques leçons. Voilà. Je sais pas maintenant. Ben, je vais faire le loup dans la version. Oui, tout le monde peut peindre, tout le monde peut faire des dessins, c'est pas le problème. Tout le monde peut faire des aquarelles, tout le monde peut faire des... Mais à un moment donné, il y a quand même je pense que dans la peinture, une interrogation qui dépasse le fait d'être en mesure de représenter quelque chose ou d'être en... Parce que, je disais tout à l'heure, c'est qu'est-ce qui traverse une peinture, qu'est-ce qui traverse l'acte artistique, c'est une tension. Et par exemple, je vais prendre encore un autre exemple, parce que c'est des exemples que j'aime bien prendre, c'est la pie de Manet. Cette espèce de petite pie qui est posée sur un paysage d'hiver où on voit la neige avec il y a une maison au fond. Je ne sais pas si tu vois la pie. Tout le monde, je sais pas, tout le monde la voit dans la pie de Manet, hein, avec l'ombre, le machin, et moi je me suis longtemps demandé pourquoi ce tableau je le trouvais plutôt intéressant par rapport à tous les tableaux que je peux voir sur la. Manet, c'est Manet, je parle de Manet, la pie de Manet avec la pie posée sur son. Sur une espèce d'aiguille. Voilà, avec la haie, machin, la neige, c'est ça qui est important, la neige. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'il y a pourquoi cette peinture m'intéresse? Et à un moment donné, il me dit, mais Manet arrive à peindre le poids de la neige. Qui peut, à un moment donné, se dire, je suis en train de peindre le poids de la neige? Et je ressens, moi personnellement, après chacun le voit au milieu, mais moi je sens personnellement le poids de la neige. Dans ce tableau-là, je sens le poids de la neige. La légèreté de la pie, les ombres et la neige. Et la neige, elle a un poids. Elle a un poids. C'est-à-dire que dans son tableau, elle pèse quelque chose. Et ça, quand un artiste, quand un peintre, sculpteur, on parlait tout à l'heure de Rodin, arrive à créer cette tension maximum de faire passer quelque chose qui est au-delà de la peinture. C'est plus de la peinture, c'est le poids de la neige. On le ressent, on le ressent pas. Moi, je le ressens. Dans ce tableau-là, je le ressens. Tous les tableaux ne sont pas pareils, mais celui-là, tu ressens le poids de la neige. Et là, on n'est plus dans le cliché, on est dans une espèce de puissance d'exécution de la peinture qui donne le poids de la neige. Et là, on peut dire bravo. Parce que quelque chose est passé autre que le cliché d'un paysage enneigé. C'est la sublimation de l'anecdote. Mais ça, c'est autre chose qu'un cliché, c'est de la peinture, c'est le choix, la puissance d'un peintre, il a été traversé par quelque chose qui lui a donné la possibilité à un moment donné de nous révéler, c'est-à-dire de rendre visible, il rend visible, de rendre visible de la neige. Donc, qu'est-ce que c'est de la neige? On a tous vu de la neige sur des toits. La neige sur des toits, elle a un poids. Enfin, elle ne peut pas être trop beau, parce qu'elle fait craquer des toits, elle fait craquer des arbres, machin. Et je trouve que Manet, dans ce petit tableau, qui prend un grand tableau, hein, rend cette espèce de puissance de la neige, tout comme je disais tout à l'heure avec Monet, pour le coup, pour Manet et Monet, rend visible un truc pas croyable par la transparence, les nymphéas, avec cette puissance qui est quand même particulière, qu'ont eu ces peintres-là de nous présenter quelque chose, de représenter quelque chose qui dépasse le cliché de la simple peinture de petits trucs, je ne dis pas que c'est bon ou mauvais, je dis simplement que c'est autre chose. C'est une autre puissance de présentation, de représentation. Alors là, comme tu t'exprimes, on pourrait croire que tout vient de l'artiste. Bon, moi, je ne suis pas artiste, moi je suis spectateur.
et je me targue d'ajouter quelque chose aux œuvres que je regarde. C'est-à-dire, et justement, pour une œuvre abstraite, non figurative, je pose la question à vous deux, quelle est votre attente vis-à-vis du spectateur? Parce que le spectateur, finalement, un tableau est toujours un peu aussi le miroir de celui qui le regarde. C'est comme un poème de Ronsard, tu ne vois pas la dulcinée de Ronsard, tu vois la tienne dans le poème, hein, parce que la dulcinée de Ronsard, tu t'en fiches, hein, mais tu vois la tienne. Et donc, dans un tableau, on se projette et on se voit, ou on voit quelque chose de soi dans le tableau de l'autre. Alors, justement, dans l'art abstrait, je vous pose la question, est-ce que là, la part du spectateur n'est pas plus importante que dans les œuvres que tu as décrites à l'instant? Je vais Qu'est-ce que tu en attends? Je prends un truc qui me revient de Fernand Léger, qui est exposé aux États-Unis. Et il y avait à l'époque, dans les années 50, quand il a présenté, je ne sais plus, c'était à New York, je crois. Et il y avait des afros qui étaient là devant ces toiles, ils sont bien dansés. Fernand Léger dit, qu'est-ce que vous faites pas? Vos toiles vous donnent envie de danser. Voilà. Est-ce que c'était... ils ont envie de danser devant les toiles de Fernand Léger, mais ils ont dansé devant les toiles de Fernand Léger. Donc la perception du spectateur, elle est là. Est-ce que tu as envie de danser devant les toiles de Fernand Léger ou... Donc il peut y avoir de temps en temps des espèces de visions comme ça du spectateur qui a envie à un moment donné s'exprimer. Et je pense que si ça a eu lieu, ça peut exister, donc tant mieux quoi. Au final, tant mieux que le spectateur ait envie soit de se poser, parce que c'est vrai que tu as un truc complètement abstrait, tu n'as peut-être pas envie de danser, tu as peut-être envie de te poser, puis de regarder, et puis d'avoir cette espèce de truc un peu... Qu'est-ce qui fait que chez vous, on n'a pas envie de passer son chemin? Parce qu'il y a aussi des œuvres où on a envie de passer son chemin. Je rigole. Ça dépend des personnes. Il y en a qui passent, il y en a qui s'arrêtent, il y en a qui restent devant. Donc, je crois que j'ai déjà répondu à une partie de la question avant. Donc, en fait, pour moi, je crois qu'on est un peu dans une boucle maintenant. Après, je peux rebondir, parce que quand j'ai visité ton atelier, tu me disais que toi, tu as choisi ton parti pris d'avoir choisi cette couleur dans tes tableaux, c'est pour quelque part faire effraction dans le réel, ou en tout cas, même si c'est plus vaste que ça, un peu secouer le spectateur, c'est ça avec le rouge. Le rouge, il a cette espèce, pour moi, hein, il a cette espèce de particulier d'être criant. C'est-à-dire, il sort quelque chose tout le temps. C'est une espèce de cri, mais la peinture, c'est comme n'importe quel, je pense, n'importe quel acte artistique est un cri. Donc ça crie, il faut que ça sorte, quoi. Et je pense que le rouge a cette particularité d'avoir une puissance de sortie, d'être criant. Il crie quelque chose. Oui, enfin, d'autres couleurs ont d'autres spécificités. Oui. Aussi, mais voilà, moi, c'est la couleur qui m'a permis de pouvoir dire, j'ai mon cri en peinture. Parce que je trouve que, je pense qu'il faut avoir son cri, c'est un truc personnel, mais il faut avoir son petit cri, son petit truc à sortir, quoi. Sa petite intention, son petite tension. Mais moi, c'est le rouge, c'est le premier de crier, du rouge, avec qui crie noir, du bleu, du gris, avec peu importe avec quoi ils crient, mais s'ils crient pas, il y a plus nécessairement. Hein? Si tu cries pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de tension. Il y a pas un petit truc qui va te pousser à sortir quelque chose. Alors bon, qu'est-ce que tu vas faire? Exister de façon différente, sans crier, sans... je veux dire, c'est juste tu occupes de l'espace, mais ça ne veut pas dire qu'il faut crier. Des fois, tu occupes de l'espace juste en... Attends, crier, ça ne veut pas dire hurler, ça ne veut pas dire... Le cri de mouche, c'est pas un scream, quoi. Quand il peint le cri, il n'est pas en train de dire je vais faire un film d'horreur, il est en train de dire la peinture crie. Bon, moi, la peinture il crie. Lui, il ne veut pas entendre. Comme il s'appelle en anglais, Bacon, qui a peint pas mal de cris, il n'est pas en train de dire il est en train de passer par la peinture pour crier. Bon. Alors, c'est pas j'occupe l'espace. Mais il faut quand même qu'il y ait un petit cri, il faut qu'il y ait une petite tension qui sorte, tu vois. Un petit taf, comme un coup de poing dans la gueule. Pas très fort, peut-être.
quand Thierry, tu dis que toi tu cries, c'est vrai que tu peins, toi tu peins dans l'immédiat, comme le cri. Et tu as filmé une peinture que tu es en train de faire. Et ça se fait par strate, mais géométriquement par strate. Donc tu commences en haut, tu expliques bien, quelque part même dans un texte, tu commences en haut, et tu baisses ton rideau, comme on dit. Donc tu descends. Et moi, je sais, pour avoir beaucoup travaillé avec Marie-Paul, qu'elle travaille différemment. Il est très difficile d'arracher à Marie-Paul un tableau de son atelier parce qu'il n'est jamais fini. Et Jean est témoin, là, au fond, qu'il fallait toujours que l'un de nous la tienne et l'autre prenne le tableau et qu'elle le signe. Et pour nous, les tableaux, ils étaient aboutis. Et toi, tu sentais un malaise. Donc toi, tu vis avec tes tableaux et j'aimerais bien avoir j'aimerais bien avoir des lumières sur la façon dont vous vivez avec vos tableaux. Est-ce que toi, tu retouches tes tableaux, toi, tu le fais, et pourquoi l'un fait ceci, l'autre fait cela? Comme j'avais dit avant, en fait, c'est une superposition, et puis à un certain moment, on peut se dire quand est-ce que c'est terminé. Bon, ça vaut pour toute œuvre, mais juste en peinture, on n'a pas la version précédente du texte. Donc, en fait, une fois qu'on a pris une décision de continuer, la version précédente n'existe plus. Donc là, d'où le risque aussi, parce qu'on peut découper du texte ou un roman, un scénario, tout ce qu'on veut, c'est toujours quelque chose dont la matière brute peut exister en multiples. Donc le risque est juste celui d'arriver à une fin avec une de ces possibilités. D'ailleurs, il y a moyen de faire des romans multiples avec des dénouements selon les points d'appui des différentes décisions. Alors que c'est vrai que souvent, je suis assez émerveillée par quelques premiers jets, et après je retourne et je dis non, c'est pas vrai. Et parfois, je pars désespérée de l'atelier, je reviens et dis oh, c'était quand même pas si mal. Donc, en fait, parfois, il faut juste... je vois que les étudiantes connaissent cette impression-là. Et en fait, c'est très fondateur. Il faut pouvoir mûrir les choses et mûrir soi-même aussi par rapport à ça. Et donc, moi, ma stratégie d'évacuer ou de transposer ce problème, c'est d'avoir plusieurs tableaux, parfois très différents, en même temps, de façon à ce que je ne gâche pas juste par une volonté trop compulsive, quelque chose qui aurait besoin d'un temps de séchage ou un temps de prise intermédiaire, etc. Donc, quand on est impatient, en général, on rate ce qu'on a envie de faire. Donc, si on a envie de continuer de travailler, il vaut mieux en faire quelques-unes ou de très nombreuses versions sur lesquelles on peut revenir quand elles nous reparlent. Donc, en fait, si on a juste un tableau, c'est beaucoup plus risqué et c'est crispant aussi, parce qu'on n'a pas envie de le rater. Et Dieu sait, moi j'en ai raté beaucoup. Donc, mais j'en ai réussi aussi parfois, donc voilà. Et donc, quand je me dis qu'il n'y a plus rien à échanger, et que moi, je ne peux pas trouver quelque chose à y remédier, à mon malaise de trouver que, oui, quand même, la perfection pourrait peut-être être ailleurs. Donc, voilà, il y a un moment où je dis, ok, voilà ce que je sais faire, je termine, je signe, et c'est bon. Et alors, justement, Claude et Jean, parfois, ils sont là à des moments clés où, en fait, j'ai entrouvert l'atelier, mais bon, il y a plein de choses pas terminées. Et donc, alors, ils se sont jetés sur l'un ou l'autre tableau. Ici, il y a 2 tableaux qui ont été arrachés comme ça en dernière minute. Donc, en fait, après, je finis par me rasséréner aussi par rapport à ma manie de chipoter, enfin de trouver à redire. Mais bon, si j'avais pas cette manie-là, aussi j'aurais beaucoup plus de mauvais tableaux à la clé aussi. Parce qu'il faut être exigeant, et c'est pas d'autres personnes qui sont exigeants à votre place.
Donc, si on ne sait pas vers quoi on n'a pas envie d'aller, donc moi, mon raisonnement est plutôt par la négative. Donc, si je trouve vraiment plus rien à redire, c'est bon, ou ça peut aller. S'il y a des choses qui me dérangent, je vais être très agressive, et donc ça me fait pas mal de gâcher tout ce qui était fait avant, parce que finalement, si une petite partie du tableau était bon quand même, après je trouve que finalement, je vais prendre un risque et parfois ça donne justement de bons résultats, parce que j'avais une espèce de rage contre les choses que... Un petit cri. Mais voilà, donc... mais bon, j'appelle la rage, je l'appelle aussi simplement la concentration d'être dans quelque chose et une concentration focalisée, d'être là-dedans et pas ailleurs. Et donc, voilà, donc de faire progresser cette affaire. Donc voilà, c'est... Donc, si on peut dire, dans ta façon de procéder, il n'y a pas de retour sur l'œuvre. Et tu serais plutôt comme le sismographe, on ne répète pas le tremblement de terre. Et Marie-Paul, ce serait plutôt la capteuse de vent solaire. Et tu attends que le vent, que des couches de vent solaire se posent sur tes toiles. Vent solaire... Oui. Disons que le temps joue un plus grand rôle, ou un autre rôle chez toi que chez Thierry. Moi, je sais quand je vais commencer et je sais quand je vais finir. C'est ça. Et je ne sais pas ce qui va se passer entre les deux. Je sais quand je commence. Mais non, pour moi, rien n'est jamais achevé. Donc, pour moi, c'est vivant. Donc, c'est un organisme, il peut continuer de vivre. Je peux décider que maintenant, c'est le point où j'ai fait mon snapshot. Oui. Mais bon, en fait, je peux continuer de tricoter, et puis je peux le détricoter. Je peux en fait... Oui, donc, en fait, ta démarche à toi me fait penser à ça. Donc, tu vois, tu construis comme un maçon, en fait. Tu fais un rail après l'autre, ou un tricot. Donc, comme tu as commencé en haut. Je peux ajouter quelque chose depuis tout à l'heure, pour revenir par rapport au prix. Et je voulais dire, Thierry, on sait qu'il écrit aussi, et il crie aussi dans son écriture. Et la façon dont il fait ses tableaux, c'est aussi une écriture, parce qu'on démarre en haut, à droite et par ligne, et c'est une écriture aussi, et c'est un cri. Et c'est là le lien entre l'écriture physique, et enfin, je ne sais pas comment dire, l'écriture dans les livres, et l'écriture sur les tableaux. Et aussi, autre chose, par rapport aux promenades, il se promène, voilà, c'est une sorte de méditation, enfin tu me diras si je me trompe, mais moi c'est comme ça que je le vois, c'est une sorte de méditation aussi. Je rentre dans l'atelier, je travaille avec la lumière, je travaille avec des grands formats, je suis aussi dans le paysage et je médite aussi, parce que la façon de travailler c'est aussi très lent et c'est une méditation. Et voilà, enfin c'est juste ce que je voulais dire par rapport au cri et au travail de Thierry en fait. Moi, c'est comme ça. Une bonne explication. L'écriture, je trouve que c'est une très bonne explication. Tu écris tes tableaux et tu les exprimes, et dans l'écriture, il y a cri. C'est ça aussi. Il y a texte, il y a textile, il y a... Oui, il y a tout ça. C'est ça. C'est peut-être le moment de donner la parole au public, hein, Julien. C'est une très belle opportunité. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques? J'ai quelque chose à dire par rapport à ce qu'elle dit. Tu parles très fort, s'il te plaît, parce qu'on enregistre. Je vais essayer. Juste, Thierry parle de la haie avec sa neige et la pique qui est dessus. Enfin, on voit tout de suite l'image. Moi, je ne connais pas le tableau, mais maintenant je le connais. Et je dis que, en fait, quelque part, celui qui le regarde, pas celui Manet qui l'a fait, mais celui qui le regarde, automatiquement, enfin, je veux dire, il va analyser la chose, et je pense qu'il y a une métaphore, à mon avis, qui fait que, effectivement, la neige est lourde, mais la question que lui posait Thierry, c'est est-ce que s'il n'y avait pas la pique, la neige serait aussi lourde? C'est-à-dire, il y a l'interprétation qu'on en fait par rapport aux objets ou aux choses. Ce que tu dis, c'est important, parce que c'est, à un moment donné, comment un artiste ou un peintre va faire en sorte que cette puissance qu'il va mettre en œuvre pour donner cette représentation de la neige va exister. Il va avoir des subterfuges, et c'est ça la force de la peinture. C'est qu'à un moment donné, elle est
pleine de subterfuges. Mais s'il n'y avait pas cette puissance d'effectuation du poids de la neige, eh ben, ça reste un paysage enneigé. Oui, mais disons que... Mais pas... Voilà, il y a l'expressionnisme du travail de la représentation qui est donc la neige, parce que c'est déjà quelque chose qui n'est pas évident en soi. Mais c'est vraiment pas blanc, évident. mais c'est pas que blanc, c'est sûrement pas blanc. Ah non, mais Donc, mais le poids réel de la chose, Et voilà. c'est ça qui est magnifique chez les peintres, chez les artistes, c'est comment à un moment donné, par rapport à la situation qu'ils ont de qu'est-ce que la neige, et ben, le mec, après c'est mon interprétation, mais après d'autres en auront d'autres. Mais moi je ressens le poids de la neige. Donc si je ressens le poids de la neige, c'est qu'il y avait une intention. Et une intention, c'est quoi? C'est intendere, c'est je suis dans une tension. Et cette tension-là, du poids de la neige, C'est un peu le problème des peintres zen, comment faire rendre sensible le vide. Il faut bien mettre quelque chose. Donc le vide, c'est pas seulement le rien, enfin, c'est pas seulement rien. Le vide, c'est une dimension parlante, mais dans laquelle il y a de l'espace pur ou indéfini. Et donc, en fait, oui, comment le matérialiser? Et donc, en fait, je crois qu'on parle de la même chose. Alors, j'ai une hypothèse, il y a peut-être la question d'avoir quelque chose ou quelqu'un, comme dans les tableaux de Javier Balmaceda, qui donne l'échelle. Et là, par exemple, les choses sont plus écrasantes, qu'il y a ce personnage qu'on sent écrasé. C'est une hypothèse. ben, tu sais, c'est ça, tu parles de l'écrasement. C'est important parce que peindre un personnage qui dort, comme, ou dessiner quelqu'un qui dort, ça c'est donné à tout le monde. Mais faire ressentir l'écrasement du dormir, qu'est-ce que le dormir? C'est un moment donné où tu sens l'abandon, d'écrasement. l'écrasement. C'est-à-dire que c'est comme si tu étais passé sous un bus. Qui est capable de dessiner l'écrasement? Parce que c'est ça qui est important, c'est pas le fait de faire dessiner quelqu'un en train de dormir. Ça, tout le monde peut le faire. Enfin, si tu as pris des cours de dessin, si tu veux. Mais donner la sensation de la représentation de l'écrasement, peut-être, comment il s'appelle, Becker, et peut-être d'autres aussi, mais la sensation de l'écrasement, c'est-à-dire la forme, elle est écrasée par le poids de son... et ça, c'est pas facile. Jean-Pierre, tu as une question ou intervention? Oui, parce que tout à l'heure vous avez parlé de tableaux qui étaient ratés, ou bons tableaux ou mauvais tableaux. Comment on définit d'abord un tableau qui serait mauvais, déjà? Et puis, en fait, ce qui m'intrigue toujours, c'est dans cette démarche vers l'abstraction, est-ce que c'est une démarche intellectuelle, philosophique vers les purs, ou est-ce que c'est une démarche purement esthétique? Et donc, c'est entre les deux, quel est le cheminement qui vous permet de dire que dans ces deux cheminements, le tableau est bon ou mauvais, quoi, donc, Bon ou mauvais, c'est évidemment difficile à désigner de façon générale, mais bon, c'est ce qui fait aussi qu'on continue à explorer les choses qu'on ne connaît pas encore. Pour moi, la démarche est au départ abstraite, et puis j'ai un rapport visuel et fantasmagorique avec ce que je vois là, et donc, mais ça ne se rapporte pas à des objets, mais à des situations d'espace, à des choses. Souvent, évidemment, le paysage joue quelque part en arrière-fond de ma coulisse imaginative, mais bon, il n'y a pas que ça, donc parfois, quand ça devient trop imagé, ça me dérange moi, sauf si c'est pour un but comme ça, illustratif ou quoi, ça peut avoir du sens, mais bon, pour moi, la démarche, c'est justement un peu ce que je venais de dire par rapport au peintre zen, c'est-à-dire rendre sensible quelque chose sans objet ou sans obligation d'interprétation. Donc en fait, quand c'est multidimensionnel, pour moi c'est bon. Quand j'ai l'impression que c'est seulement dans une direction que va l'interprétation, c'est déjà moins parlant. Donc il faudrait, enfin moi
un test pour moi, c'est de me dire est-ce que je pourrais y voir autre chose que ce que je vois. Et donc, en fait, de le rendre un peu plus ambigu, de façon à ce que ça fasse un support de rêverie ou un support d'interprétation. Donc, je ne sais pas, c'est un peu compliqué à formaliser. Quand on te voit peindre, on se rend aussi compte que pour toi, il y a une notion clé, c'est celle de l'équilibre du tableau. Parce que parfois, tu rajoutes encore vraiment une toute petite ligne, mais c'est presque de la physique. Oui. C'est-à-dire que c'est vraiment rajouter du poids d'un côté de la toile pour rééquilibrer le regard sur la toile. Et ça, c'est pour moi aussi important que la quête de l'interprétation ou le questionnement sur les interprétations possibles. Oui. Il y a aussi ce côté-là, et ça c'est peut-être musical. En même temps, j'aime bien faire des inversions de sens, c'est-à-dire par exemple comme le tableau qui se trouve là et qui est donc... on a tendance à le retourner et puis on dit « Ah non, c'est quand même pas bon ». Donc, Lequel celui qui est juste derrière. Juste derrière Julien, par exemple. On le voit, oui. Donc en fait, c'est celui qu'on a en tête du catalogue aussi, oui. C'est-à-dire qui est plus lourd en haut par rapport à ce qui est en bas. Et donc en fait, on n'a pas... Oui, comme on va diffuser la conférence, je mets le tableau, voilà. Voilà, donc en fait aussi de faire fi à la logique qui placerait les choses lourdes en bas et de faire trop imitation de la physique existante et donc, ou de la gravité plutôt existante. Donc voilà, c'est quelques pensées un peu... maintenant, j'ai pas répondu entièrement à la question, je crois. Qu'est-ce que... Un bon tableau. Donc, qu'est-ce qu'un bon tableau? Il doit se tenir. C'est-à-dire... Mais la conception, là, on est juste en train de changer un vocable par un autre, donc je n'ai encore répondu à rien. Mais donc, si j'arrive à dépasser le moment... où je me dis qu'il faudrait qu'il soit autrement. Je veux dire, il faudrait qu'il soit suffisamment multiforme, il faut qu'il se tienne, il faut qu'il y ait un équilibre interne et enfin, qui ne me donne plus envie de prendre mon stylo pour y rajouter ou en enlever. Donc voilà, maintenant, parfois on a envie d'en rajouter ou d'en enlever dans des tableaux d'autres personnes, ça doit arriver aussi, je suppose. C'est mal vu, mais... Oui. Je crois qu'un bon tableau, c'est un tableau que le galeriste ne vend qu'avec un pincement au cœur. Non, qu'on ne donne déjà pas avec un... Ici, j'ai beaucoup de pincements ici. Voilà. Je peux... Voilà, bien sûr. Non, parce que moi, depuis tout à l'heure, ce qui me gêne, c'est le mot abstraction, parce que pour moi, que ce soit chez Madame ou chez Thierry, pour moi, c'est pas de l'abstraction. C'est ce que je disais tout au début. Voilà, hein. ouais, Oui. parce que on y voit du paysage, c'est surtout ça que je vois, moi, et Thierry, c'est ça, pour moi, c'est du paysage, c'est des couchers de soleil, c'est la ligne d'horizon, c'est... Ça, c'est ce qu'apporte le spectateur. Oui, c'est la question que je posais tout à l'heure. Oui, mais ça va au-delà de ça, je pense. Enfin, je sais pas, toi, tu es d'accord avec moi. Pour nous, c'est pas de l'abstraction. Je pense que même dans la démarche... Il y avait avoir votre avis en tant qu'étudiant aussi. Ah ouais, qu'est-ce qui est un bon tableau? Qu'est-ce qu'est un tableau? Un dessin ou quelque chose terminé pour vous? Parce que vous, évidemment, vous avez un autre point de vue et vous êtes encore dans les études, donc c'est intéressant d'avoir votre point de vue. Mais parlons bien fort parce qu'on enregistre. Si vous venez en avant là. Ah oui, carrément. Allez, écoutez-vous. Je me mets là? Oui. Ok. Voilà. Moi, je suis un peu d'accord avec vous parce que j'ai un peu le même sentiment. C'est-à-dire que c'est juste, je me sens pas satisfaite, je me sens un peu frustrée. Et c'est pareil, j'ai envie de changer des choses. Et je sens que c'est fini, que je me sens vraiment satisfaite de ce que j'ai fait.
Après, c'est assez Plus compliqué. fort, s'il vous plaît. Plus fort. C'est assez compliqué à décrire, enfin, c'est pas quelque chose de très facile à expliquer, quoi. C'est une part d'intuition, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Et vous risquez parfois l'ensemble juste pour un petit élément qui vous plaît, ou est-ce que vous chamboulez tout? Je suis plutôt perfectionniste, donc tant que vraiment je ne sens pas que c'est parfait et que c'est fini, si je dois tout changer, je change tout. Même si la composition dans l'ensemble ne vous convainc pas entièrement, vous êtes conservatrice ou destructrice par rapport à ce... Waouh. Moi je suis pas encore dans des trucs comme ça, c'est compliqué. Je ne voulais pas vous mettre mal à l'aise. Moi aussi, j'aimerais rajouter quelque chose. Tiens, viens te mettre ici. Merci. Parce que, en plus, quand on partait, Audrey, elle a posé des questions pertinentes. Parlez bien fort, si le parce qu'on Oui, pardon. enregistre et on le mettra sur YouTube. J'ai pas trop l'habitude. Ouais, n'ayez pas peur. Oui, bien maintenant. Je disais qu'à la fin, quand on allait partir, Audrey elle a posé une question pertinente et je me suis dit, c'est intéressant, on part. Mais c'est vrai que le rouge, c'est vrai que c'est le spectateur qui y ajoute un peu, mais le rouge, c'est une couleur éclatante, mais moi je pense au sang. C'est dans ce sens-là que c'est criard, c'est un petit peu violent. Et c'est pour ça que je me dis, est-ce que ça serait pas un mélange du coup que c'est pas si abstrait que ça. Je me pose des questions. Si on voulait faire réellement une définition de l'abstraction, alors la définition pure qu'on peut donner de l'abstraction, c'est la séparation, c'est-à-dire abstrait, la racine latine, c'est séparé. C'est-à-dire que l'abstrait, c'est quelque chose que tu peux pas séparer dans le réel, mais que tu peux séparer par la pensée. C'est-à-dire, par exemple, tu prends une feuille de papier, elle a un recto, un verso. Dans la représentation, tu ne peux pas les séparer. Ils sont inséparables. Par contre, dans la pensée, tu peux très bien penser recto et verso. C'est ça l'abstraction dans sa pure exception. Dans sa pure accession, c'est ça l'abstraction. Donc c'est vrai qu'après, qu'est-ce qui est abstrait et qu'est-ce qui est concret? Surtout que nous, en tant qu'êtres humains, on a tendance à associer beaucoup, par exemple, le rouge avec le sang, mais c'est un exemple. Mais ça, c'est des associations de signes signifiants. Qui ont aussi des explications culturelles. Oui, moi chinoise. Je me demande si on ne pourrait pas tout simplement, alors je vais très loin là, mais je dirais que c'est toute la distance entre le massage et la caresse. Et l'art abstrait, c'est une caresse. Alors après, si vous l'interprétez comme un massage, c'est votre problème. Voilà. Le film. Mais je voudrais quand même rebondir sur la couleur rouge, parce que vous avez dit que ce que vous ressentez avec le rouge. Est-ce que vous pouvez vous imaginer, parce que moi j'aurais du mal à m'imaginer, que Thierry ou un autre peintre, oui, est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'un peintre ait la même démarche avec une autre couleur comme le vert? Moi je pense que ça créerait en nous, peut-être pour des raisons culturelles, un énorme malaise, parce que la quantité de vert retrouvée sur un tableau comme il y a ici une quantité de rouge, vous en seriez beaucoup plus malade que du rouge. Vous voyez ce que je veux dire? Ça dépend du vert aussi. Ça dépend aussi du vert, parce que le vert est une couleur, c'est la couleur du poison. Ça c'est quand même la couleur de la vie. Hein. Et du feu et de la chaleur. Pas mais ça, couleur vive, de partir les verts, mon ami, je vais pas t'en vouloir. Bon, je dirais que s'il y a plus d'autres questions, on vous invitera au verre de l'amitié. Hein.